Salut à tous et bienvenue sur Netageo et enfin une nouvelle émission qui sera dédiée encore une fois au rétro gaming pour parler de l'Egret 2 Mini qui est sorti depuis plus de 3 semaines au Japon. C'est autant de temps que j'ai mis pour préparer cette émission et donc aujourd'hui je vous propose de parler de cette mini version d'une borne connue de Taito, donc la fameuse Egret 2. Une borne qui a marqué quand même la deuxième partie des années 90 au Japon. Et donc on fera une présentation générale, on parlera de son aspect extérieur, tout ce qui est manette, écran, le bloc, comment ça marche. Et puis bien sûr on parlera des accessoires, deux accessoires principalement qui sont le stick et le paddle avec la trackball qui sont vendus séparément. Après on ira un peu plus dans les détails pour passer en revue les différents menus, les options disponibles. Et puis on parlera de l'aspect émulation, je sais que c'est un point qui vous intéresse fortement, donc bien sûr on parlera du rendu graphique, de l'aspect visuel sur le rendu du moniteur de la Mini, mais bien aussi via une prise HDMI, on parlera aussi de framerate et d'input lag, et d'ailleurs pour les impatients vous pourrez directement cliquer via la barre de menu sur le chapitre qui vous intéresse, parce que je vais d'abord commencer par une présentation générale. Et en conclusion aussi, je remettrai une couche, et je pense que durant la présentation, il y aura des anecdotes par-ci par-là, je me connais, il y a toujours des trucs à raconter. Donc, installez-vous bien, on y va tranquille, et c'est parti. L'Egret 2 Mini est une mini-borne contenant de base 40 jeux d'arcade distribués par Taito, avec un bon nombre de classiques remontant de 1978 avec Space Invaders, pour aller jusqu'en 1996 avec Bubble Memories. Parmi ces titres, 9 sont adaptés pour la première fois, dont des jeux auxquels je n'ai jamais eu l'occasion de jouer, comme Outer Zone, et même Dankuga qui n'était pas sorti. Et avec la carte SD fournie avec le contrôleur Paddle and Trackball, il est possible de jouer à 10 jeux supplémentaires, ce qui nous fait un total de 50 jeux. L'Egret 2 Mini reprend le design d'une borne apparue dans les salles d'arcade japonaises vers 1996. L'Egret 2, cette borne de Taito, fait partie des machines emblématiques qui ont constitué le paysage de l'arcade japonais. J'ai d'ailleurs souvenir de l'avoir vu en grand nombre dans les salles d'arcade de Taito fin des années 90, début des années 2000. Et à l'époque, vu le nombre de Taito Station sur l'ensemble de l'archipel, cela peut faire tout de même un bon nombre de bornes en circulation. Aujourd'hui encore, il doit bien avoir plus de 170 de ces salles sur l'ensemble du Japon. J'en profite pour vous montrer des images que j'ai tournées il y a quelques années avec des titres phares de l'arcade des années 80-90. Et justement, de 80 à 90, d'autres bornes de Taito ont marqué le paysage de l'arcade japonais. Je pense en particulier à la MM5 et surtout la Canary. Elle aurait pu être choisie comme modèle pour une Mini. Mais la raison principale du choix de l'Egret 2 est son système permettant de pivoter plus facilement l'écran du mode horizontal au mode vertical. Elle a en effet la particularité de pouvoir s'ouvrir vers l'avant, donc au niveau de l'écran, en haut et en bas, vous avez une espèce de couvercle qu'on peut ouvrir pour pouvoir accéder au châssis et faire pivoter ce châssis pour faire passer l'écran CRT en mode Yoko en tâté et inversement. Ce qui, normalement, sur une borne ancienne comme ça, c'est une vraie galère parce que ces écrans sont super lourds, donc c'est vraiment un coup à se casser le dos. Je sais même pas d'ailleurs si on peut faire ça tout seul, à part si vous êtes balèze, mais vaut mieux être deux. Enfin bref, c'est quand même une bonne prise de tête, et les possesseurs de ce genre de borne savent de quoi je veux parler. C'est justement ce concept d'écran qui pivote qui est mis en avant avec l'Egret 2 Mini. La mise en place du projet de l'Egret 2 Mini prend ses fondations vers 2016, avec la montée de l'engouement pour les jeux rétro. Oui, 2016, c'est bien l'année où la Famicom ou NES Classic Mini est sortie. Une Classic Mini qui, grâce à son succès, fera prendre conscience à bien des éditeurs du potentiel de leur vieille licence. Du côté de Taito, le succès de Denshadego Plug and Play fut déterminant pour motiver certains membres de Taito pour avancer sur ce projet de mini-borne. Un projet lancé entre autres par deux anciens de Taito, Monsieur Tetsuo Egawa le producteur et Monsieur Takahiro Fujito le directeur du projet. Dans une interview du Game Watch Impress, Monsieur Egawa explique que fin 2020, après plus de 2 mois pour regrouper l'ensemble des éléments pour présenter le projet en interne, il aura fallu environ 6 mois pour convaincre les dirigeants. Ce genre de projet était une première pour Taito, et la direction avait bien des doutes sur l'avenir de ce produit. Est-ce que ça allait vraiment se vendre? À quelle quantité? Les coûts de revient? Recherche, fabrication du hard, la partie software, le risque était gros. En plus, un peu comme pour l'Astro City, ils ont décidé de travailler sur les cartes d'arcade d'origine pour rapatrier les ROM.
On a affaire tout de même à des cartes qui, pour certaines, datent de la fin des années 70, parfois endommagées ou protégées par des puces anti-copie. Et il y a aussi des histoires de droit. Bref, chez Taito, la direction était plutôt fébrile, et ils ne croyaient pas non plus à cet écran qui pouvait pivoter, doutant que ce soit un plan foireux. Et même en voyant l'écran tourner depuis une vidéo qui a été tournée sur les usines de Chine, ils étaient pas persuadés. Il a fallu qu'ils essayent eux-mêmes, et une fois qu'ils ont fait pivoter l'écran eux-mêmes, ils se sont dit « mais c'est mortel, c'est génial !» Et là, le projet est passé comme une lettre à la poste, et Monsieur Egawa a même eu le droit à une remarque en disant « mais vous auriez pu nous montrer ça plus tôt ?» Ah bah oui, mais ça a été compliqué quand même de présenter, d'en arriver jusque-là. Qu'est-ce que vous voulez, ce genre de projet en interne est très compliqué. Une fois encore, pour Taito, c'est pas... les trucs qu'ils font tous les jours, c'est pas un simple jeu, il y a des contraintes à prendre en compte. Quand j'entends qu'on me dit mais pourquoi y a pas ci, pourquoi y a pas ça, est-ce qu'ils vont faire un update alors que la machine vient de sortir, mais je me dis mais tout ça, ça a un coût les gars. Les mecs, ça fait 3-4 ans qu'ils bossent sur le projet. Souvent, ce que nous on a dans la tête, ils y ont pensé 15-5 fois en retournant le truc dans tous les sens et en se disant bon bah écoutez, combien on a, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc bah rajouter plein d'options, rajouter plein de trucs, bah oui, mais c'est bien, ça a coûté plus cher. Et du coup, bah si la machine elle se vend pas, qu'est-ce qu'on fait? Une fois encore, c'est pas un jeu triple A, ça va pas se vendre dans des quantités énormes, et donc tu peux pas faire des petites marges, il faut marger un minimum. Il y a un risque qui est pris, c'est du rétro, c'est pas du grand public, c'est pas du triple A, je répète encore une fois, donc il faut être conscient de ça. Et je tiens à signaler aussi que lors du Tokyo Game Show, à force de faire pivoter l'écran, l'espèce de crochet en fait qui tient le ressort est parti en vrille, ça a pété. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un défaut de fabrication. Et heureusement, parce que c'était juste avant qu'ils lancent la production, et donc ils ont pu corriger ça. Donc, on espère que cette fois-ci, ça va tenir le choc, mais ça me semble assez costaud quand même. Après, non, c'est pas non plus super balèze, faut faire attention quand même. Voici donc mes derniers achats. l'Y2 Mini, le set d'extension trackball et paddle, incluant 10 jeux supplémentaires. Le stick avec les couleurs du deuxième joueur, appelé aussi contrôle panel. Une combinaison qui est loin d'être donnée et j'ai énormément hésité avant de l'acheter. Mon portefeuille ne s'en est pas encore remis. Mais je me suis dit que c'est pour la bonne cause, afin d'aider les autres fans de rétro gaming comme moi à se décider à l'acheter ou pas. On va justement commencer par les prix. Au Japon, Y2 Mini coûte environ 17 000 yens. Le stick coûte environ 8 000 yens et le set d'extension paddle et trackball coûte environ 11 000 yens. Donc pour le tout, il faut compter environ 40 000 yens, soit à peu près 315 €. Il existe même l'Ultime Pack qui contient le tout avec en bonus 4 CD de musique, un magazine avec des explications sur les jeux et des interviews, ainsi que 50 mini-cartes d'instructions à placer au-dessus de la borne. Ces cartes d'instructions sont souvent nommées au Japon Instocard. Le tout pour 48 000 yens, soit environ 378 €. Ce qui signifie qu'on paye environ 60 € le CD de musique avec le magazine ainsi que les 50 mini-cartes d'instructions. J'aurais vraiment voulu avoir ce pack, mais c'était trop cher pour moi. Il existe aussi un autre pack contenant l'Y2 Mini, l'extension Paddle et Trackball plus les 10 jeux supplémentaires, les 4 CD ainsi que les cartes d'instruction pour environ 33 000 yens, ce qui fait à peu près 260 €. Et si on achète cette machine hors du Japon, avec les taxes, les frais de port, eh bien cela risque sûrement d'être bien plus cher. Ensuite, l'Y2 Mini devrait sortir hors du Japon, incluant l'Europe, courant de l'année 2022. En ouvrant la boîte, on trouve tout d'abord une petite pochette plastique contenant le feuillet qui fait office de mode d'emploi et des autocollants. Comme pour la plupart des mini, on trouve une prise HDMI, un câble USB pour alimenter la borne, bien sûr sans transformateur, une petite plaque en plastique à placer au-dessus de la borne pour y mettre les cartes d'instruction. Ce qui ne sert pas à grand chose car la borne de base est vendue sans carte d'instruction. Vu le prix que coûte la machine, je trouve ça quand même assez radin de leur part. On remarquera ces vieux logos de Taito qui font un peu logo de vieille automobile parmi les autocollants. L'apparence de la borne n'est pas sans rappeler celle de l'Astro City Mini, mais elle est plus imposante, avec un peu plus de 20 cm de hauteur. Elle fait pas loin du double du poids de l'Astro City Mini, avec un peu plus d'1 kg. Et l'une des raisons de son poids est la résine constituant sa coque. Là c'est clair, on n'a pas affaire à un petit plastique fragile. Avec son poids et les 4 points de caoutchouc en dessous, la borne est stable et ne bougera pas facilement durant nos parties endiablées. Son écran est aussi plus grand que celui de l'Astro City Mini avec ses 5 pouces.
A la différence de l'Astro City Mini, à qui je reprochais d'avoir un écran 16 neuvième, le ratio de cet écran est en 4 tiers, comme les bonnes vieilles télé CRT. Autre différence avec l'Astro City Mini, la vitre de l'écran n'est pas plate, mais légèrement bombée, se rapprochant de la forme des écrans de la borne originale. La résolution de l'écran est de 1024 par 768 pixels. Je reviendrai plus tard sur le détail de l'affichage des jeux. Cet écran peut pivoter. Il suffit d'appuyer sur les bords de l'écran pour le sortir, puis le faire pivoter et l'enfoncer de nouveau. Le mode d'affichage de jeu change instantanément en fonction de l'orientation de l'écran. Et ça avec n'importe quel jeu. On peut donc passer du mode Yoko au mode Tate facilement. Pour les amateurs de shoot verticaux, ça fait plaisir. Cette borne est aussi munie d'un stick à 6 boutons, avec en plus 3 petits boutons pour ajouter les crédits, lancer la partie ou afficher les menus. En dessous de la borne, il y a un mécanisme permettant de régler le stick mode 8 directions ou mode 4 directions. Sur les vieilles bornes, il y avait des sticks ne pouvant être poussés que dans 4 directions, haut, bas, gauche, droite. Et oui, on ne pouvait tout simplement pas faire de diagonale. Ce mécanisme permet de façon mécanique de bloquer ou pas les diagonales, ce qui est très pratique pour les jeux qui ne prennent pas en compte les diagonales, comme par exemple Kix. Avec ce genre de jeu, si vous poussez le stick légèrement en diagonale pour aller dans une direction, il ne risque de rien se passer. Donc si vous jouez à un jeu qui n'est pas compatible diagonale, pensez bien à mettre le stick en mode 4 directions. Sinon c'est un coup à se tirer les cheveux. Après, cette histoire de blocage mécanique m'inquiète un petit peu sur la durée. J'espère que ça va pas partir, à force de faire pivoter ce petit truc. Et de bloquer en fait les 4 directions, enfin voilà, les diagonales. J'espère qu'avec le temps ça va pas partir en sucette. Et après le stick, en fait, comme la Grade 2 Mini est plus grande, elle a un stick aussi qui est plus grand et qui permet des mouvements plus amples. D'ailleurs on entend bien les micro-switch là. Et je trouve qu'il y a un tout petit jeu là, un tout petit jeu de genre de 2 mm, parce que l'Astro City c'est direct, t'as pas de jeu quoi, c'est beaucoup plus dur. Mais au bout d'un moment on s'habitue en fait. Et inversement, quand je reviens sur l'Astro City Mini, maintenant je trouve que c'est un peu trop sec. Et je pense que si je rejoins encore avec l'Astro City Mini, que je reviens là-dessus, je vais repenser l'inverse. Donc je pense que c'est une question de goût et d'habitude. Ici aussi, on a affaire à de la qualité avec des sticks et des boutons munis de micro-switch. Derrière la console, on retrouve 2 ports USB. Un pour le premier joueur, un pour le deuxième joueur. Il est bien sûr possible de jouer à 2 en branchant une manette et en utilisant le stick de la console. D'ailleurs, une bonne partie des jeux permettent de jouer à 2 en même temps. Tout à gauche, il y a l'interrupteur pour allumer ou éteindre la console, une fiche HDMI pour relier la console à un moniteur ou une télé, une fiche jack pour le son et une fiche USB-C pour l'alimentation. D'ailleurs, faites bien attention d'utiliser un transformateur USB de 5 volts capable de fournir au moins 2 A, soit minimum 10 watts pour que la borne fonctionne correctement. Autre point, si vous éteignez et allumez rapidement la console, elle risque de ne pas réagir. Après avoir éteint la console, je vous conseille d'attendre 5 secondes avant de remettre l'interrupteur pour l'allumer. Parlons maintenant du stick arcade. Il est moins grand que celui de l'Astro City Mini, mais fait son poids et ne bougera pas facilement de la table. Là encore, un stick muni de micro-switch proposant des sensations proches de la borne. Je trouve sa taille pratique qui ne prend pas beaucoup de place sur la table, mais j'ai tout de même une préférence pour le stick arcade de l'Astro City Mini. Comme sur la mini-borne, en dessous du stick, il est possible de mettre le stick en mode 4 ou 8 directions. J'ai essayé ce stick avec l'Astro City, la Switch, la PS4, la PS5 et j'ai eu beau appuyer sur tous les boutons, il ne s'est rien passé, donc j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Par contre, il est reconnu sans problème sur PC avec Windows 10. Passons à l'accessoire qui fait l'une des originalités de l'Y2 Mini, le Paddle & Trackball. Un contrôleur qui est fourni avec une SD carte contenant 10 jeux. Une SD carte à insérer sur le côté de la borne. Une fois cette carte insérée, il est nécessaire de brancher le paddle et trackball. En gros, on ne peut pas jouer à ces jeux sans cet accessoire. La trackball est d'une taille réduite par rapport à ce que l'on peut trouver sur les bornes d'arcade originales, ce qui a demandé aux développeurs de nombreux réglages afin de reproduire un contrôle similaire aux bornes. La boule a un minimum de poids, ce qui permet un peu de résistance, proche de ce que l'on trouve sur une borne d'arcade. Après, tout dépend de la borne utilisée. Honnêtement, c'est difficile à certifier parce que ça fait longtemps que j'ai pas l'occasion de jouer à un Sylvalion en arcade. Et en plus, la dernière fois que j'ai joué, c'était surtout, je crois, sur une Astro, une Blast City, je pense, Sega Blast City. C'est pas forcément sur des Y2 qu'on trouve, d'ailleurs, je pense que j'ai plus trouvé sur des bornes Sega qu'autre chose.
Et personnellement, je trouve ce résultat avec la trackball pas mal, mais je trouve ça un peu court. En fait, je trouve les mouvements un peu courts parce que la boule elle est plus petite et qu'elle est plus légère, soyons clairs. Mais bon, c'est quand même pas mal de pouvoir jouer comme ça à la maison sur cette petite trackball à Saint-Évalien. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai acheté cette Edgrade 2 Mini. Concernant le paddle, c'est pareil, on a une version miniature par rapport à ce que l'on pouvait trouver sur les bornes d'arcade. La dernière fois que j'ai joué en arcade avec un paddle, c'était justement sur une Y2 à Arkanoid. Bien que plus petit, ce paddle a un petit poids et on ressent un petit frottement lorsqu'on le fait pivoter, ce qui fait un petit bruit. Là encore, c'est plutôt agréable, et on sent qu'ils ont cherché à se rapprocher de ce que l'on avait en arcade. Et je vais pouvoir enfin prendre ma revanche avec un paddle à Arkanoid. En arcade, ce jeu a l'art et la manière de faire disparaître mes pièces. Que ce soit pour la trackball ou le paddle, il est possible pour chaque jeu de régler la sensibilité. Ce contrôleur est aussi reconnu par Windows 10, et je peux bouger ma souris avec la trackball et faire défiler une page web ou un dock avec le paddle. Pour finir, sachez que le stick arcade de l'Astro City Mini, le pad de l'Astro City Mini et la manette japonaise 6 boutons de la Mega Drive Mini fonctionnent avec l'Y2 Mini, mis à part le fait qu'il manque le bouton pour afficher le menu, ce qui n'est pas vraiment un problème car on peut toujours appuyer sur celui de la borne. Regardons ce que propose l'interface de l'Y2 Mini. Une interface simple affichant la liste des jeux. On peut bien sûr changer l'ordre d'affichage des jeux, soit par ordre de sortie, soit par nom, ou soit par favori. Pour mettre un jeu en favori, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur un bouton, ce qui affichera une petite étoile sur le côté. À chaque fois qu'on sélectionne un jeu, l'Y2 Mini sur le côté affiche une petite démo nous permettant de savoir comment le jeu est affiché, donc soit en vertical, soit à l'horizontale, ainsi que le nombre de joueurs, le genre du jeu et la carte utilisée. Ici par exemple on peut voir afficher 8080 SI, le 8080 qui est le premier processeur de l'histoire à être utilisé sur les cartes d'arcade, enfin je crois. Un processeur développé par Intel qui fut le cœur de la carte utilisée pour Space Invader, une carte grandement utilisée par Taito pour ses jeux de 1978 à 1980 environ, jusqu'à l'arrivée des cartes de la famille du système SJ. Jetons un œil sur les options. On a tout d'abord la configuration du volume qui permet de changer le volume de la console via ces petits haut-parleurs ou lorsque l'on utilise la prise casque. On ne peut que choisir entre 5 niveaux de volume ou 0 lorsqu'on veut couper le son. On peut régler la luminosité de la borne. Lorsqu'on est branché à un moniteur via la prise HDMI, il est possible de choisir le mode affichage wide. Ce mode permet d'afficher le jeu en plein écran tout en gardant le ratio 4/3. L'option Wallpaper qui nous permet d'afficher ou pas des images pour encadrer le jeu afin de cacher les bandes noires. Ces wallpapers se sont inspirés du design des plaques utilisées pour entourer l'écran des bornes américaines de Taito. C'est probablement la raison pour laquelle l'affichage des bords de certains jeux est arrondi. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a qu'un seul type de wallpaper par jeu. L'option Turn ou Tourner. Pour activer cette option, il faut être branché via la prise HDMI et en mode affichage wide. Cette option permet de faire pivoter l'affichage du jeu à la verticale, sur la gauche ou sur la droite. Bon après, il faut avoir la possibilité de faire pivoter son écran à la verticale. L'option Filtre qui permet d'afficher ou pas un filtre qui va adoucir l'image, la flouter un petit peu, pour simuler l'affichage lorsqu'on branchait une machine via les câbles RCA. On remarquera que cette option est inversée. Donc si on veut désactiver le filtre flou, il faut mettre cette option à Off. Et non, ils ne se sont pas trompés, ça a été fait exprès. D'après Monsieur Egawa, le producteur, c'est pour éviter que les jeunes générations qui sont habituées à un affichage net ne se posent la question mais pourquoi l'image est floue? Donc je suppose qu'il a préféré mettre l'affichage flou par défaut. Une logique que je ne suis pas sûr de comprendre car je suppose que la plupart des gens qui vont acheter cette machine sont des nostalgiques des vieux jeux d'arcade. Et au lieu de penser aux jeunes générations, il aurait dû surtout penser aux fans de rétro gaming qui sont maintenant en train de râler parce que le truc est inversé. Et ce sera tout pour les options concernant l'affichage. Et non, il n'y a pas de skyline. D'après Monsieur Egawa, ils y ont pensé, mais cette option avait pour résultat d'augmenter le besoin de ressources provoquant des ralentissements ou des bugs. Il ne faut pas oublier que cette machine émule plusieurs cartes et je suppose que faire fonctionner correctement l'affichage des skylines avec l'ensemble des jeux avait un coût trop important. Une fois encore, la particule budget pose problème. Dans ce genre de cas, il vaut mieux s'abstenir de mettre une option pouvant poser problème au risque de se recevoir une pluie de critiques.
mais malgré tout, j'aurais aimé la possibilité d'afficher des skylines. Il y a un menu permettant de choisir la musique de fond. 3 musiques sont disponibles, influencées par une génération de jeux utilisant un type sonore particulier. La première chanson, BGM A, se base sur une puce sonore de hockey électrique, le MSM 5232. Une puce sonore qui marque la fin des systèmes SJ vers 1984, utilisée par des jeux comme Fairyland Story ou Outer Zone. La deuxième musique se base sur la puce sonore YM 2610, une puce FM de Yamaha qui verra naître de grandes musiques de jeux vidéo de Taito dans la deuxième partie des années 80. Avec des jeux comme Saivalion, Ninja Warriors, Metal Black ou Gun Frontier. Des jeux qui participeront à la renommée du groupe Zuntata. Pour ceux qui ne le savent pas, Zuntata est un groupe composé de membres en charge de la musique des jeux vidéo chez Taito. C'est d'ailleurs un ancien de Zuntata, Monsieur Yukiharu Urita, qui a composé les BGM A et B. La troisième musique, BGM C, n'est pas liée à une puce sonore en particulier. C'est une musique de type orchestra, composée par un membre de Zuntata, Monsieur Shohei Tsuchiya. Les effets sonores sont aussi inspirés de jeux rétro. Par exemple, le son de la validation est un sample du son de l'ajout de crédit dans Darius 2 en vitesse accélérée. Même la mélodie, lorsqu'on éteint la console, vient du jingle de vieilles pubs de Taito. L'option Demo Setting permet de déterminer le temps avant que la borne passe en mode démonstration, si on ne la touche pas, dans le menu de sélection de jeu. La sélection du langage. On a le choix entre le japonais, l'anglais, le chinois simplifié ou traditionnel. Cela ne concerne que le langage des menus, et cela ne changera pas la langue d'affichage des jeux, soyons clairs. Après, la plupart des jeux sont soit en anglais, soit le japonais ne pose pas vraiment problème, mis à part Kadash, car dans ce jeu-là, la compréhension de la langue peut être nécessaire pour avancer. Legal Notice permet d'afficher des informations concernant les licences utilisées. Alors si vous voulez avoir des informations sur les librairies utilisées, vous pouvez toujours y jeter un œil. Les crédits pour afficher le staff qui a participé au projet. On retrouve d'ailleurs en haut le fameux producteur Monsieur Egawa. Enfin, une option pour remettre la borne dans son état d'origine. Parlons des options disponibles pour chaque jeu. Quand on lance un jeu, on peut vérifier la fonction des boutons et si le jeu est compatible à 4 ou 8 directions. Je rappelle que grâce au mécanisme qui se trouve sous la borne, on peut changer le comportement du stick pour bloquer les diagonales. Comme sur le principe de l'Astro City Mini, les boutons du haut sont généralement en mode auto-fire, ce qui est bien pratique pour les shmups. La plupart des jeux utilisent au maximum 3 boutons, mis à part les 2 jeux de combat, Kaiser Knuckle et Dankuga qui utilisent les 6 boutons. Chaque jeu dispose de 3 slots de sauvegarde permettant de sauvegarder ou de charger une partie à tout moment. Pour cela, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton blanc et de sélectionner une case pour sauvegarder ou charger une partie. Ce menu permet aussi de reset ou de revenir au menu de sélection des jeux. A la différence de l'Astro City Mini, l'Egret 2 Mini permet d'avoir accès aux options de chaque jeu. Les fameux Deep Switch des cartes d'arcade permettant de changer par exemple le nombre de vies ou la difficulté. Pour les jeux utilisant la trackball ou le paddle, ils ont même ajouté une option permettant de régler la sensibilité. Plus le chiffre est grand, plus c'est sensible. Il est temps de parler de la qualité de l'émulation, la partie qui nous intéresse le plus, et comme d'habitude, je vais commencer par l'affichage. Mes tests sur l'affichage ont pour principal objectif de vérifier que le ratio d'origine est bien maintenu, et que la taille des lignes sur la hauteur et la largeur est constante pour limiter les effets de ondulement ou du scintillement de l'image lors du scrolling ou d'un déplacement d'un élément graphique ou sprite, un effet appelé shimmering en anglais. Une fois de plus, je vous renvoie à mes tests passés sur les consoles mini pour plus d'informations et d'explications concernant les effets de shimmering. L'Egret 2 Mini émule pas loin d'une trentaine de cartes d'arcade, mais une bonne partie de ces jeux tournent principalement sur 2 cartes, les cartes du système F2 et du système F3. Bien évidemment, chaque carte a ses propres variantes en termes de résolution, et on peut compter à peu près 9 types de résolutions différentes, ce qui nous fait autant de résolutions à vérifier sur l'écran de la Mini et en sortie HDMI avec les différentes options d'affichage. Horizontale, vertical, normal, wide. Cela nous donne à peu près une soixantaine de possibilités sans inclure les différentes variations entre les jeux.
On va bien évidemment pas tout tester parce que sinon c'est même pas la peine, on s'en sortira jamais, et j'ai donc limité les conditions de test. Tout d'abord, j'ai exclu tous les jeux qui n'ont pas véritablement de scrolling, comme Space Invader ou Bubble Bubble, et bien sûr je n'ai pas fait de test, par exemple de jeux verticaux, donc qui se jouent normalement le vertical affiché à l'horizontale, et inversement parce que c'est pas des conditions adéquates pour jouer. On va commencer par vérifier comment est géré l'affichage directement sur l'écran de la Mini sans filtre flou. D'ailleurs, lorsqu'on joue directement avec l'écran de la Mini, la seule vraie option qu'on a au niveau de l'affichage, c'est mettre le filtre flou ou pas. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que peu importe le jeu, il y a un effort pour maintenir le ratio original. Et pour ce faire, on remarquera que sur certains jeux, il y a des bandes sur les côtés de l'écran. C'est le cas pour les jeux avec une résolution de 320 pixels de large et moins de 240 pixels de hauteur, donc pour la plupart des jeux qui utilisent le système F2 et F3, dont la résolution est généralement de 320 pixels par 224 pixels, ou de 320 pixels par 232 pixels. On peut voir en effet de petites bandes en haut et en bas de l'écran, ou à gauche et à droite si l'écran est en mode vertical. Par exemple sur Rainbow Island Extra ou sur Darius Gaiden. Et c'est encore plus flagrant sur les jeux avec un ratio relativement carré, comme The New Zealand Story, avec sa résolution de 256 par 224 pixels. Alors attention, ces bandes c'est vraiment pas un problème pour moi, c'est pas une critique, mais tout simplement un constat lié aux différentes résolutions des jeux que doit afficher la console. Pour la vérification des effets de shimmering, donc pour voir s'il y a des effets de shimmering d'ondulement, on peut regrouper les jeux en deux groupes. Donc les jeux avec 320 pixels de large en résolution et ceux avec 256 pixels de large. Pour les jeux de 320 pixels de large, cette largeur est multipliée par 3,2 pour être affichée sur l'ensemble de la largeur de l'écran de la Mini. Il y aura des bandes en haut et en bas si la résolution de l'affichage vertical est inférieure à 240 pixels, comme je l'ai expliqué plus tôt. Bien évidemment, si l'écran est pivoté à la verticale, la largeur devient la hauteur et l'image sera étendue sur l'ensemble de la hauteur. Comme l'affichage d'origine n'est pas agrandi exactement par un coefficient de 3, mais 3,2, pour ce groupe, l'affichage alterne les lignes verticales et horizontales de 3 à 4 pixels de large. Donc on a un petit effet d'ondulement, de shimmering, que ce soit en scrolling vertical ou horizontal. Pour les jeux de 256 pixels de large, l'image est étirée pour être affichée sur l'ensemble de la hauteur de l'écran, en multipliant à peu près par 3 la hauteur. Donc dans ce cas de figure, on aura des bandes à gauche et à droite, ou en haut et en bas si l'écran est en mode vertical. Là encore, la plupart des jeux alternent les lignes verticales et horizontales de 3 à 4 pixels de large. On a donc un petit effet d'ondulement, de shimmering, que ce soit en scrolling vertical ou horizontal. Il y a un jeu qui n'est pas classable dans ces groupes en termes de résolution, et ce jeu c'est Sylvalion avec une résolution de 512 par 400 pixels. Et sa résolution d'origine est multipliée par un peu moins de 2 pour être affichée sur l'écran de la Mini. Pour ce jeu aussi, on n'a pas de régularité dans la taille des lignes, que ce soit en vertical ou à l'horizontale. Bref, avec l'écran de la Mini, peu importe le jeu, les blocs de pixels ne sont pas constants. Mais bon, vu la taille de cet écran, ce n'est pas très gênant. Regardons ce que cela donne du côté HDMI. Pour commencer, on va se concentrer sur l'affichage mode standard pour les jeux avec un affichage horizontal. Cet affichage est pensé pour agrandir la résolution d'origine par un coefficient le plus proche de 3, tout en maintenant le ratio d'origine. Concrètement, essayez de multiplier la résolution d'origine par 3. Mais comme on l'a vu dans le passé avec d'autres Mini, ce n'est pas si simple. Et une fois encore, on a des disparités dans les résultats en fonction des jeux. Pour les jeux avec une résolution d'origine de 320 par 232 pixels, comme Darius Gaiden ou Elevator Action Returns, l'affichage alterne des lignes de 2 à 3 pixels de large, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Environ 8 lignes de 3 pixels pour une ligne de 2 pixels, soit une fréquence de changement relativement faible, donc on n'a pas un effet de shimmering super dérangeant, sauf si le fond est bourré de détails comme c'est le cas pour certains stages de Darius Gaiden, ou si on joue sur un énorme écran. Pour les jeux avec une résolution d'origine de 320 par 240 pixels, l'affichage alterne des lignes verticales et horizontales de 2 à 3 pixels de large, avec une fréquence de 1 ligne de 2 pixels pour 4 lignes de 3 pixels de large, donc le phénomène d'ondulement de l'image est un peu plus voyant. Pour les jeux d'une résolution d'origine de 224 pixels de haut, que ce soit des jeux d'une résolution de 256 par 224 pixels ou de 320 par 224 pixels, la taille des lignes verticales et horizontales est de 3 pixels de large.
La résolution d'origine est tout simplement multipliée par 3, donc pas d'effet d'ondulement. Alors j'ai vérifié ces résultats sur plusieurs titres, The New Zealand Story, Rainbow Island Extra, Mizubaku Daiboken, Runark, The Ninja Kid, Metal Black ou Kaiser Knuckle, et on va pas tous les faire. Sachez tout de même qu'il doit y avoir une vingtaine de jeux qui utilisent cette résolution. Pour faire simple, la majeure partie des jeux en affichage horizontal n'ont pas de problème de shimmering en mode d'affichage standard, ce qui est clairement un bon point pour l'Aigrette 2 Mini. En mode d'affichage wide, donc en affichage plein écran tout en respectant le ratio, l'affichage alterne des lignes de 3 à 4 pixels de hauteur pour les jeux avec une résolution de 224 ou 232 pixels de hauteur. Donc pour la majeure partie des jeux, dans ce mode d'affichage, donc l'affichage wide, l'effet de shimmering sera visible. J'ai remarqué aussi que dans ce mode, on pouvait avoir des problèmes d'affichage. Par exemple, sur cette ligne blanche de cette flèche, on a des blocs de pixels qui débordent, alors que cela devrait être une ligne droite. C'est assez flagrant si on compare avec le mode d'affichage standard. En revanche, ce mode d'affichage wide fonctionne bien avec les jeux d'une résolution de 240 pixels de haut, comme Rastan Saga ou Kadash. Pour ces jeux, la résolution d'origine est multipliée par 3 nets, donc on n'a pas d'effet de shimmering ou d'ondulement. Allez, on continue avec les jeux qui s'affichent à la verticale, donc principalement les shmups. Alors on va éviter de parler du mode d'affichage standard, donc horizontal, quand on met l'écran à l'horizontale, avec ces jeux verticaux, car il n'y a même pas besoin de parler de détails de pixels, le shimmering est assez flagrant. En mettant l'affichage en mode wide, on peut légèrement réduire l'effet d'ondulement de l'image sans pour autant l'effacer. Mais heureusement, l'Aigrette 2 Mini a une option qui permet d'afficher les jeux à la verticale. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent faire pivoter leur écran, c'est le moment car on passe en mode d'affichage vertical pour que vous puissiez vous faire une idée. Allez savoir pourquoi, il faut mettre absolument l'affichage en wide dans les options pour pouvoir faire pivoter l'image. C'est vraiment dommage, car des jeux comme Gun Frontier ou Rayforce auraient pu parfaitement s'afficher avec le mode standard en multipliant le ratio par 3 piles et donc pas de shimmering. Et là on se retrouve avec un multiplicateur approximatif en wide. Résultat, la taille des lignes varie de 3 à 4 pixels de large pour ces jeux. Mais une fois de plus, cet affichage marche très bien avec des jeux dont la résolution est de 320 par 240 pixels. C'est le cas des deux jeux de toit plan, Kukyoku Tiger alias Twin Cobra et Tatsujin alias Truxton. Pour ces deux jeux, l'affichage des blocs est constant, donc pas d'ondulement en mode vertical. Il y a une solution pour régler tous ces problèmes de shimmering. Dans les options, mettez le filtre à off pour activer le filtre qui floute l'image. Personnellement, ce filtre ne m'est pas très désagréable sur l'écran de la Mini. Et puis ça me rappelle un petit peu le flou des collections des Taito Memories pour PS2 avec cette image étirée en 480i. Il est probable que si on regarde en détail chaque jeu, on trouve d'autres différences graphiques. Personnellement, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué. Pareil pour le son, il n'y a rien vraiment qui me choque. Alors après, on peut passer 300 heures pour chercher des décalages sonores de 2, 3, 4, 5 frames en fonction des effets, et puis des fois il n'y en a pas. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs qui au final ne changent pas grand chose au gameplay. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des coupures de son dans Darius Gaiden quand on lance les super bons. Oui, ça arrive, des fois le son il saute. Et que le son sature parfois, par exemple dans Puzzle Bubble 2X. Passons au framerate. Comme je l'ai expliqué dans le passé, le framerate est une particule importante pour vérifier la qualité d'émulation. Alors une fois encore, je me suis pas amusé à tester tous les jeux et je me suis principalement concentré sur les shmups, donc les jeux de shoot où on peut voir plus facilement les variations du framerate. Et quand c'est vraiment différent par rapport à la version originale, ça peut être embêtant. J'ai testé entre autres Kukyoku Tiger alias Twin Cobra, Tatsujin, Gun Frontier, Rayforce et Darius Gaiden. J'arrive à une conclusion similaire à ce que l'on pouvait voir sur l'Astro City Mini. Le framerate de ces mini est souvent un peu plus stable que les jeux originaux, ce qui fait que les mini grappillent une frame toutes les 2, 3, 4 secondes, mais il n'y a pas de quoi se révolter. C'est avec ce genre de test que même si j'avais tendance à croire que les jeux d'arcade tournaient parfaitement en 60 fps, eh bien ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, Kukyoku Tiger, alias Twin Cobra, tourne autour de 55 fps. Allez, on va parler d'un point important qui à chaque fois pose bien des polémiques sur les réseaux sociaux, les fameux input lag, ou les temps de réponse.
Eh bien, une fois de plus, j'arrive à des résultats similaires à ce que l'on trouve sur l'Astro City Mini, avec plus ou moins 4 frames de décalage par rapport au jeu d'origine. En tout cas sur les jeux que j'ai testés. Là encore, je me suis principalement concentré sur les jeux de shoot et quelques jeux d'action comme Rastan Saga ou Elevator Action Returns. Personnellement, ce décalage n'est pas gênant pour une bonne partie des jeux de type action plateforme, comme Rastan Saga ou The New Zealand Story. Mais sur certains shoots, soyons honnêtes, je le ressens. En particulier les jeux auxquels j'ai fréquemment joué, soit en arcade ou sur console, comme Tatsujin, alias Truxton, Gun Frontier ou Reforce. Je ne sais pas, je ressens un petit manque de précision, une espèce de petite lourdeur dans les contrôles, en particulier avec des jeux comme Reforce. Si je ressens un peu plus ce décalage avec Reforce, c'est parce que l'input lag de la version originale est d'environ 3 frames, alors que pour les shoots rapides, on tourne plus autour de 2 frames. Et cette version mini de Reforce semble avoir plus ou moins 5 frames de décalage par rapport à la version arcade, ce qui nous fait un total de plus ou moins 8 frames. Et pour un shoot, 8 voire 9 frames de décalage, cela commence à se ressentir. On a eu des problématiques similaires avec les compilations Saturn Tribute contenant Coton 2, Coton Boomerang et Guardian Force. Et dans le cas de cette compilation sur Switch, on tournait autour de 10 à 11 frames de temps de réponse, ce qui a été amélioré depuis. J'avais eu au passage la même sensation avec le Reforce disponible dans l'une des collections Taito Memories pour PS2. Les Taito Memories sont des compilations de jeux d'arcade de Taito, dont je parlerai ultérieurement. Et je le ressens aussi avec l'Arcanoid de l'Egret Mini 2 et son paddle. C'est probablement dû au léger délai, ainsi que la taille réduite du paddle. Je sais pas, il y a un truc de différent, une espèce d'inertie qui fait que j'ai un peu de mal avec le contrôle. J'ai l'impression que quand je joue avec le stick, ça amplifie cette sensation de manque de précision. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait sur le stick, que ce soit sur le stick directement de l'Egret Mini ou le stick arcade de l'Egret 2 Mini qui se branche via le port USB, il y a un tout petit jeu, derrière de 2 mini, où il se passe rien en fait. Tu peux secouer, il se passe rien, avant que ça clique vraiment. Et j'ai l'impression que ce petit truc fait que ça augmente un petit peu cette impression de manque de précision. Donc si vous avez la même sensation que moi, essayez de jouer avec un pad, voilà, donc avec une croix directionnelle, ça ira peut-être mieux. Personnellement, ça va un peu mieux pour moi. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc en gros, entre le temps où on appuie sur le bouton et que le jeu réagit, il faut compter, en règle générale, plus ou moins 7 frames pour les shmups. On arrive même à plus ou moins 9 frames pour des jeux comme Runark, alias Growl hors du Japon. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que les résultats ne sont pas exactement les mêmes à chaque fois. Cela varie de plus ou moins une frame. Bon, je n'ai pas non plus de LED qui s'allume pour savoir exactement quand j'appuie sur le bouton, mais je ne suis pas à une frame près. Je suppose que les avis seront partagés, car chacun a son ressenti par rapport au temps de réponse. J'ai vu sur internet que certains disent que les temps de réponse changent lorsque l'on joue directement avec l'écran de la mini et lorsque l'on joue via un moniteur via la prise HDMI, ou lorsque l'on joue avec le stick de la mini et via une manette branchée au port USB. J'ai même entendu dire que les temps de réponse changeaient si on activait le filtre pour flouter l'image, ou pas. Là encore, j'ai fait plusieurs tests, mais je n'ai rien de concret qui confirme cela, que ce soit pour les input lag ou des variations dans le framerate. Il y a aussi des polémiques autour des transformateurs pour alimenter l'Y2 Mini. Personnellement, au-dessus de 10 watts, comme c'est indiqué et recommandé par le fabricant, même avec un transfo de 15 watts, je vois pas de différence concrète, que ce soit au niveau des input lag ou des performances. En revanche, j'ai pu constater quelques variations au niveau du framerate. Une baisse vraiment légère du framerate avec un transfo de 15 watts par rapport à un transfo de 10 watts. Donc dans ce cas de figure, le transfo de 15 watts est un tout petit peu moins performant que le transfo de 10 watts. Ce qui démontre dans un sens que passé 10 watts, le plus important n'est pas la puissance mais la qualité du transformateur. Mais est-ce que ces différences valent vraiment le coup et de se prendre la tête? Sérieusement, je ne pense pas. Moi je vous conseille tout simplement d'avoir un transfo de 10 watts de bonne qualité, je pense que c'est le plus important, et je vais laisser les internets avec leurs tests brumeux qui mine de rien m'ont pris du temps à vérifier sans obtenir de résultats concrets. On arrive à la fin de cette revue à tendance technique de l'Egret 2 Mini, et il y aurait bien des choses à dire sur ces 40 plus 10 jeux, soit 50 jeux, ce qui prendrait sûrement plusieurs vidéos. Alors j'ai déjà fait un live pour présenter brièvement ces jeux, sur la chaîne Twitch de Netageo. Cette Egret 2 Mini dispose d'un bon nombre de classiques. Space Invaders, Kicks, Arcanoid,
Bubble Bubble, Kiki Kai Kai, Kyukoku Tiger, alias Twin Cobra, Rastan Saga, Rainbow Island Extra, The New Zealand Story, Kadash, Saivalion, Mizubaku Daiboken, Hot Trick Hero, Tatsujin, alias Truxton, Reforce, Darius Gaiden, ou Elevator Action Returns, etc., etc. Bref, de nombreux titres importants pour l'histoire de Taito, mais aussi pour l'histoire de l'arcade. Et je tiens à préciser que parmi ces jeux, 9 titres ne sont jamais sortis ailleurs qu'en arcade, et devenus aujourd'hui très rares, dont certains auxquels je n'ai jamais eu l'occasion de jouer avant, comme par exemple Steel Worker, une espèce de Lemmings, ou Marine Death, où l'on contrôle une pieuvre avec la trackball pour l'aider à rejoindre sa dulcinée. C'est une vraie rareté qui date de 1981. Et les circuits du son de la carte à la disposition de Taito étaient endommagés. Heureusement qu'il y avait une vieille vidéo utilisée par les commerciaux de Taito pour présenter le jeu qui leur a permis de vérifier et de recréer le son. Il faut être conscient de l'aspect fabrication, j'allais dire un peu artisanal, de ces vieilles cartes de la fin des années 70, début des années 80. Par exemple, il existe bien des versions des cartes de Space Invaders avec un timbre sonore différent en fonction de comment a été fabriquée la carte. Et il n'est pas évident de déterminer quelles sont les vraies sonorités originales. Il y a aussi Outer Zone, auquel j'ai pu jouer pour la première fois avec cette mini, une sorte de jeu de shoot avec un système de rails enchevêtré sur fond de musique entraînante. Il semble d'ailleurs qu'ils aient lutté pour récupérer la ROM de ce jeu, car la puce de protection de la carte était manquante. Il y aurait bien des choses à dire sur ces systèmes de protection de cartes d'arcade à une époque où les copies faisaient rage. C'est un vrai cauchemar pour les collectionneurs, ces systèmes de sécurité. Alors, au mieux, ça te bloque l'accès au jeu, donc à la ROM, mais au pire, ça t'endommage la carte, voire la détruire. Et là, je fais un grand clin d'œil à Capcom. Ouais, ce que je veux dire, quoi. L'Y 2 Mini comporte même un jeu qui n'est jamais sorti. Dankuga, un jeu de fight qui est une version revue de Kaiser Knuckle plus qu'une nouveauté à part entière. Lors du Locket Test, la période durant laquelle le jeu est placé dans une salle d'arcade permettant aux joueurs d'y accéder afin d'analyser leur réaction. Durant cette période, un bug fut découvert. Au final, Dankuga ne vut jamais le jour dans les salles d'arcade. Ce qui est étrange, c'est que quand ils ont cherché le jeu pour l'intégrer dans la mini, les bugs étaient corrigés. Ce qui me laisse entendre que d'autres paramètres ont dû causer son abandon. Même si la sélection de l'Y 2 Mini n'est pas mal, elle laissera un certain nombre de fans de Taito sur leur faim. Je trouve tout d'abord qu'il y a un peu trop de Bubble Bobble et de jeux à la Fairyland Story. Et oui, fondamentalement, Fairyland Story, Bubble Bobble ou Don Dokodon se basent sur un concept de jeu similaire. Et il y a bien d'autres titres que l'on aurait voulu avoir dans cette collection. Par exemple Frontline, Zookeeper, Opération Wolf, Coolie Clinton, Dikoko Meguri, Insector X, Heavy Unit, Gekilindan, ou même Night Striker, qui est sans conteste le jeu qui récolta le plus de voix sur la compte Twitter officielle pour demander aux utilisateurs les jeux qu'ils voulaient dans l'Y 2 Mini. C'est un espèce de Space Harrier où l'on pilote une voiture du futur avec quelques passages musicaux péchus. Et en parlant de voiture, il y a aussi les jeux de course avec le mémorable Chase HQ, auquel j'ai pas mal joué en arcade à l'époque. Un jeu où il ne fallait pas simplement faire la course contre le temps, mais tamponner les voitures des bandits pour les arrêter, le tout dans une ambiance à la Miami Vice ou Flics de Miami. La fameuse série américaine met en avant deux flics de Miami, l'inspecteur Sonny Crockett et l'inspecteur Ricardo, toujours dans de super voitures. Une série qui fut aussi diffusée au Japon de 1984 à 1989. D'ailleurs, dans la version japonaise de Chase HQ, la voix de notre partenaire ressemble fortement à celle du doubleur japonais de Ricardo dans sa façon de parler. Je remercie d'ailleurs mon pote Cyril qui en 90 m'a prêté sa Core Graphics avec Chase HQ. J'étais très content, je suis arrivé à la maison et tout, je voulais y jouer, mais mes parents venaient d'acheter une nouvelle télé. Et va brancher toi une console sur une nouvelle télé. Mon Dieu, hein, pour nos parents, ça allait abîmer la télé, donc c'était difficile à négocier, hein. Mettre un business plan en place pour pouvoir utiliser la console sur la télé, c'était très très compliqué, surtout que à l'époque quand nos potes nous prêtaient des consoles, c'était pas pour 15 jours, hein, c'était juste pour le week-end, donc 1 ou 2 jours, et donc je voulais jouer, pas le temps, on me disait non, voilà, enfin bref, c'était très compliqué.
Mais c'était un bon souvenir, et c'est d'ailleurs ce souvenir-là qui m'a fait que voilà, je voulais absolument voir une PC Engine. Et après, il y a eu la suite qui est sortie, donc la suite de chez THQ, donc SCI, où cette fois-ci, en plus de tamponner dans les voitures, on pouvait aussi tirer dessus. Et là, il y avait beaucoup de choses à faire, hein. Donc conduire, tirer, passer des vitesses, mettre le turbo. Et je me souviens de ces parties sur la borne, donc il y avait une borne en stand, donc debout, où tu avais un accélérateur en bas, au niveau du pied droit. Et on se mettait des fois à deux sur la borne. Donc quand on arrivait sur les phases où il fallait rentrer dans le boss en fin de stage, il y en a un qui tenait le volant et qui tirait, et l'autre qui s'amusait à passer les vitesses, voilà, dès qu'on perdait un peu de vitesse ou qu'on en prenait tac, on passait de vitesse, ou mettre le turbo, histoire de se donner plus de chance pour y réussir. Vraiment de bons souvenirs sur ces jeux-là. Toujours dans les jeux de voiture, il y avait aussi Continental Circus, sur lequel j'avais bien bloqué petit. Aujourd'hui encore, j'ai un faible pour ce jeu. Monsieur Yukito Ohayashi, le responsable de la promotion de l'Aigrette 2 Mini, qui au passage est un vétéran dans le secteur du jeu vidéo, explique qu'ils ont exclu les jeux de course parce que sans volant, il était difficile de reproduire les sensations de l'arcade. Mais il n'exclut pas à l'avenir la possibilité d'ajouter un volant et des jeux par le biais d'une carte SD. Il est même question d'ajouter éventuellement des jeux d'arcade qui n'ont pas été édités par Taito. Tout dépendra bien sûr du succès de cette mini-borne. En tout cas, j'aimerais bien qu'ils vendent au moins une autre série de titres via une carte SD, surtout de la première partie des années 90, comme Pulilula ou Lightbringer, deux beat'em up assez atypiques. Je pourrais passer un bon bout de temps à citer des jeux de Taito, il y en a tellement, ils en ont sorti tellement de 80 à 90, enfin après 90, j'ai pas parlé en plus des jeux à plusieurs écrans, genre Darius, Ninja Warriors, etc. J'en ai même pas parlé parce que pour moi ça sera pas adapté sur l'Aigrette 2 Mini, à part s'ils nous font une borne à 2 écrans, 3 écrans, on sait jamais. Mais il est temps vraiment de conclure cette émission. Alors qu'est-ce que vaut cette Aigrette 2 Mini ? Comme l'Astro City Mini, on n'a pas affaire à un gadget de basse qualité et heureusement car ce n'est pas donné. Il reste toujours la problématique du manque d'options, comme par exemple l'absence d'un filtre pour afficher des skylines. Et des temps de réponse qui peuvent être un peu gênants sur certains jeux, même si dans l'ensemble cela ne pose pas vraiment de problème. Et puis ce n'est pas désagréable de pouvoir faire des petites parties un peu partout à la maison, avec en plus un écran qui pivote pour mieux profiter des shmups entâtés. Bon, bien sûr, il faut une prise secteur à proximité. La machine fait tout de même un bon kilo, donc on va pas s'amuser à se balader avec. Dans mon cas de figure, ce n'est pas vraiment la raison qui parle, mais tout simplement l'envie d'avoir cette mini au design d'une grande borne de jeux d'arcade japonais. Surtout qu'il existe d'autres moyens de jouer à une bonne partie des jeux disponibles sur cette mini. Par exemple, des Taito Memories pour PS2, des compilations réparties sur 4 DVD contenant en tout 100 titres. Sorti uniquement au Japon, mais il existe aussi l'équivalent sorti aux États-Unis et en Europe pour PS2 sous le nom de Taito Legends, avec 2 DVD contenant 30 jeux chacun pour un total de 60. Donc en plus, voilà les collections des Taito Memories pour PS2, voilà, donc c'est 4 DVD, en tout 25 jeux par DVD, ce qui fait 100 jeux, voilà. Et vous avez aussi l'équivalent en PSP, bon là il y a juste 20 jeux, voilà, mais bon il y a pas mal de classiques. Plus exactement, cette compile PSP contient 16 jeux d'arcade de Taito, sortis dans les années 80, et ainsi que 4 remasters, voire remakes. On y trouve par exemple le remake en 2.5D de Kage Densetsu, alias The Legend of Kage hors du Japon. Et je me souviens pas avoir vu ailleurs que dans cette compile PSP ces remakes. Le problème, c'est que ces collections sont de plus en plus rares et elles ne sont pas parfaites. En plus du fait qu'il faut une PS2 pour y jouer, les jeux sont en 480i, ce qui agrandit par 2 la résolution d'origine avec un signal entrelacé. Ce qui a pour résultat de flouter l'image. Si ce n'est pas vraiment un problème sur un écran CRT, sur un écran moderne, c'est pas génial. Les temps de réponse de ces collections ne sont pas géniaux non plus et on est proche des temps de réponse de l'Aigrette 2 Mini. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si cela vous intéresse, j'ai fait plusieurs lives sur Twitch pour présenter ces Taito Memories. Mis à part ces collections, de nombreux titres de Taito sont disponibles dans les arcades archives pour Switch et PS4, permettant un meilleur confort de jeu avec un plus grand choix d'options. Mais tous les jeux de l'Aigrette 2 Mini ne sont pas disponibles, que ce soit dans les arcades archives ou les compilations Taito Memories. De plus, si on pouvait acheter chaque jeu à l'unité dans les arcades archives, cela reviendrait plus cher. D'un autre côté, on n'a pas forcément envie de tous les avoir. Taito a sorti aussi récemment une collection pour Switch, Taito Milestones,
qui contient 10 jeux d'arcade sortis dans les années 80. Et cette collection est disponible en téléchargement et en boîte, ce qui revient moins cher que de les acheter à l'unité. Après, ils ont l'art et la manière de parsemer des jeux que tu ne trouves que dans certaines collections. Il est clair que Taito n'a pas fini de ressortir leurs vieux titres. C'est même un peu la tendance générale chez bien des éditeurs japonais, et je ne vais pas me plaindre. Voilà, j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations, le maximum de détails pour que vous puissiez vous faire une opinion sur ce produit. Une fois encore, je l'ai acheté moi-même, donc j'ai été le plus honnête possible sur les résultats. Les résultats, c'est ce que j'ai trouvé, on n'a pas inventé quoi que ce soit. Peut-être que je me suis planté dans mes tests, mais j'ai essayé de faire ça de façon plus clean possible. Et j'ai d'abord testé pour savoir ce que j'ai acheté. Des fois, tu sens des trucs, tu te dis, et donc le mieux, c'est de vérifier, comme ça, t'es sûr. Voilà. Donc, j'espère que au moins ça va vous donner une idée pour savoir je la prends ou je la prends pas. Et puis une fois encore, j'ai pas tout testé, donc je suis sûr que si je passe au crible tous les jeux, on peut peut-être trouver d'autres choses. Si jamais vous avez trouvé quelque chose, laissez-moi un commentaire, ça peut être intéressant pour la communauté, ça peut éventuellement faire le sujet d'une autre vidéo s'il y a plein de problèmes, et éventuellement pourquoi pas, on va éviter quand même, c'est pas très génial de faire des vidéos sur que des problèmes. Mais bon, c'est quand même important pour ceux qui veulent savoir. Je commence à comprendre comment fonctionnent ces mini et je vois un petit peu le niveau de qualité. Donc ça reste dans les critères de qualité, je pense, assez raisonnable pour ce produit. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir et une fois encore, j'espère que cette émission vous a plu, que ça vous a diverti et que vous avez pris des choses, c'est un peu le but de la manœuvre. Merci encore d'avoir regardé ce long pavé jusqu'au bout, et je suis vraiment désolé d'être pas très fréquent. C'est vrai que j'ai un peu de mal à faire des vidéos en ce moment, surtout des vidéos comme ça prend énormément de temps. Sans déconner, ça me prend un peu de temps tous les jours, voilà, tous les jours, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que j'arrive à finir le projet. Mais j'ai envie de faire d'autres vidéos, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Après, le travail, il y a le travail, quoi, je peux pas faire ce que je veux, c'est un peu malheureux. Par contre, j'essaie d'être quand même assez fréquent sur Twitch, je suis là plusieurs fois par semaine. Maintenant, je comprends que certaines personnes ne sont pas trop Twitch et préfèrent être sur YouTube, donc il va falloir que je trouve une solution. Pourquoi pas ouvrir une chaîne live pour mettre les lives Twitch. Je pense pas que ce soit une bonne chose de mettre des lives Twitch, enfin des lives ou des rediffusions de live sur la chaîne actuelle. Je pense que c'est peut-être mieux d'ouvrir une autre chaîne, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, et une fois encore, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur NetAgeo. Sayonara!